Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Siggy, ma spécialité c'est le support papier et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à Cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Dans cet épisode, je suis accompagnée par Esther Jorel, qui est spécialiste de la conservation-restauration d'objets en matériaux organiques, et plus spécifiquement, les instruments de musique en bois. Bonjour Esther. Bonjour Ségolène. Bienvenue, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que cette spécialité matériaux organiques. Comment tu travailles, pour qui, à quoi ressemble ton quotidien ? Je suis restauratrice indépendante, c'est un statut je pense qui est commun à beaucoup dans la profession. Et donc je vais travailler pour des musées, pour des particuliers. Ça peut être dans les locaux directement des musées ou des institutions qui vont faire appel à nous. Ou ça peut être aussi dans les ateliers. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'atelier parce que c'est encore débutant pour moi. Ça fait 2 ans que je suis diplômée, donc je vais travailler avec des collègues donc en sous-traitance dans leurs ateliers quand il y a besoin de renfort. Ou louer un espace aussi quand je vais avoir quelque chose à restaurer pour un particulier. Donc en fait, tu vas répondre vraiment à des missions en général. C'est ça. Et c'est toi qui démarches ou c'est les personnes qui te contactent ? Ça peut être les deux. Pour les particuliers, ils vont appeler en fait parce que ils vont trouver le numéro dans l'annuaire de la FFCR par exemple, qui est la Fédération française des conservateurs restaurateurs. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à trouver le contact en cherchant restauration, objets d'art ou ce genre de choses. Ouais, t'as déjà eu des échos ou c'est comme ça a priori qu'on te trouve, on vous trouve ? Alors en réalité je sais pas trop mais j'ose pas demander aux gens comment ils ont eu le contact. Puis de temps en temps je laisse des cartes de visite aussi ici et là, donc en fait on sait pas trop comment ça arrive, mais sans doute un mélange entre tout ça. Et sinon pour les institutions ça va être les marchés publics. C'est souvent en équipe qu'on va répondre pour le coup. On vous trouve un marché public en fait, t'es sur internet ? Oui, c'est ça, c'est sur des sites qui sont vraiment dédiés à ça, où il y a tous les marchés publics des institutions, et au milieu, il y a des musées qui demandent de répondre pour un chantier des collections, pour un lot d'entretien sur quelques années, enfin ce genre de choses. D'accord. Et donc en fonction des besoins du musée, on va former une équipe avec telle ou telle spécialité pour répondre au mieux à leurs attentes. Oui, j'entends que vous avez besoin d'être plusieurs dans ce que tu me dis par rapport aux offres auxquelles tu réponds. En effet, ouais. Parce que, en fait, on va être chacun spécialisé dans un domaine particulier, soit une typologie d'objets, soit des matériaux. En général, quand c'est des lots, des gros lots d'objets, il va y avoir tout type de matériaux dedans. Et une personne qui est spécialisée en céramique, par exemple, va pas travailler sur des objets en cuir, ou c'est des exemples comme ça. C'est peut-être lié à la spécialité en fait, vous allez avoir des annonces assez pluridisciplinaires. C'est ça. En fonction des marchés, c'est vraiment très très variable. Mais quand c'est des gros marchés, je pense notamment au chantier des collections, là on va demander vraiment plein de spécialités différentes pour pouvoir être sûr de traiter tous les objets et que en fonction de l'objet, des problématiques qu'il va avoir, il y ait quelqu'un qui soit spécialisé et qui puisse intervenir dessus. Genre en chantier des collections, c'est un musée par exemple qui dit on a toute cette réserve à restaurer, c'est ça, ou conserver ? Peut-être pas restaurer, enfin ça dépend de l'objectif du chantier, mais oui, ce qu'on appelle chantier des collections, c'est passer toute une collection en revue. Elle passe par plusieurs postes, donc c'est vraiment une grosse organisation. Ça peut être pour un déménagement ou un récollement, c'est les musées qui font
tous les temps d'années, je crois que c'est 10 ans qui est recommandé, mais je suis pas sûre que ce soit exactement le cas. Faut le budget. C'est ça. Et donc chaque objet passe par différents postes, la saisie de données, le dépoussiérage, la photo, le conditionnement. Enfin, ça demande quand même pas mal de logistique. Tu trouves des gens justement dans ces chantiers ou c'est un peu toujours les mêmes, ça tourne? C'est pareil, c'est très variable, mais quand même c'est une profession, je dirais on n'est pas si nombreux que ça, donc on finit par recroiser quand même les mêmes personnes. Et j'ai la chance moi de m'être associée à 2 collègues qui sont aussi des amis que je connais depuis plusieurs années maintenant, depuis la prépa. Il y a plusieurs offres sur lesquelles on a pu répondre ensemble et donc on est très contente de ça. Ouais, ça crée une équipe dans un métier qui est souvent, comme tu l'as dit, on travaille en équipe, mais on est en même temps très solitaire. C'est vrai, en indépendant, de répondre vraiment chacun individuellement, etc. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir retrouver des personnes avec qui on travaille bien aussi, parce que c'est super agréable d'avoir une bonne dynamique d'équipe et tout ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de quotidien type, parce que c'est encore une fois très très variable, et ça peut aller d'une journée en chantier sur un échafaudage à démonter un retable dans une église par 4 degrés en hiver. C'est la partie décorative au-dessus de l'hôtel qui est en bois, c'est très très grand. Et en fait, c'est plein de pièces de bois qui sont assemblées. Et donc j'ai été sur un chantier comme ça avec des collègues où on a démonté quelque chose comme ça. Donc c'est très particulier. C'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de choses. C'était dans le nord de la France. C'était en plein hiver. Donc on avait froid. Enfin, c'est des expériences assez incroyables. Ce qui est vraiment chouette dans ce métier aussi, c'est de passer du coq à l'âne, si je peux dire. Ouais, de travailler. Presque cordé là, de commencer décrire le froid, on imagine les c'est avec la combinaison pour se protéger, parce que c'était une vieille église toute qui était en travaux et tout. Par exemple, on va dire sur un planning, j'en sais rien, de quelques mois, peut-être parler par semaine, alors par mois, comment ça se chevauche ces missions? C'est très intéressant comme question, parce que ça peut être aussi d'un mois à l'autre complètement différent, mais on a du mal, enfin moi je trouve qu'on a du mal à avoir de la visibilité vraiment sur le long terme, parce que c'est encore une fois très variable. Tel mois, par exemple, on va faire plus d'administratifs, de réponses justement à des appels d'offres pour des missions, etc., sans savoir lesquelles vont être acceptées, enfin retenues, etc. Et ensuite, si toutes les missions auxquelles on a répondu sont acceptées, en fait, on se retrouve avec tout en même temps le mois d'après. Donc c'est un peu ça demande d'être très adaptable, parfois un peu du jour au lendemain aussi. Ouais, c'est assez difficile quand même, surtout quand on débute, je crois, parce que je pense que c'est psychologiquement, on se dit si je refuse ça, après on me proposera plus. Donc c'est assez difficile au début, mais ça fait que il y a des moments où on va faire du 7 jours sur 7 et d'autres moments où ça va être très très calme. Faut arriver à jongler un peu avec ça. La durée des chantiers, c'est variable comment? Ça peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. C'est quand même assez limité dans le temps, ça? Oui, quand même assez limité. Ça dépend encore une fois des missions, mais je dirais que les missions les plus longues que j'ai faites, c'était en fait sous forme de contrat c'était sur 3 mois, et c'était au musée de la musique. Là, c'est la 2e année où je fais un contrat comme ça. Et là, c'est les plus longs que j'ai fait. Je pense que ça vaut le coup d'expliquer un petit peu cet aspect, parce que c'est vrai que ça reste un métier qu'on peut décrire à peu près à tous les coups comme c'est variable. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de normes, si on en impose une du coup. Mais en plus de ça, ta spécialité est déjà, je pense, très très inconnue des personnes qui vont nous écouter. Et en plus, multiple quoi. Les matériaux organiques, ça veut vraiment, c'est très très vaste en fait. Et je crois que ça dépend aussi à qui on s'adresse, on va pas le décrire de la même manière. On va parler plutôt peut-être d'objets d'art, si on parle à des particuliers par exemple qui vont nous confier des objets, etc. C'est plus parlant de dire objet d'art. Peut-être plutôt avec les collègues parler de matériaux organiques, parce que ils vont faire plus facilement la différenciation entre ceux qui bossent sur l'inorganique et sur l'organique. On va dire que ce qui fait le lien entre tous les objets sur lesquels je peux travailler, c'est le fait qu'ils sont en bois, principalement. Après, organique, ça veut dire aussi ce qui est l'ivoire, l'os, les fibres végétales, le cuir, tout ce qui est ces matériaux-là. Mais pas le papier et pas... Alors non. C'est vrai, parce que ça reste, c'est ça, c'est que ça va être les objets d'art. Dans les objets d'art, les
ceux qui sont en bois ou en ivoire, etc., donc en matériaux organiques. Et en effet, pas le papier, pas la toile, parce que c'est des aspects vraiment très particulières où Des typologies très c'est des différentes. typologies différentes. Donc je pense que ce qui fait donc le lien entre les différents objets sur lesquels je travaille, c'est le fait aussi que ce soit des objets en 3 dimensions, C'est ça. principalement en bois et autres matériaux. Tu vois, j'avais pas en C'est tête pour ça. le fait que ce serait essentiellement en bois. Ouais. Pour moi, c'était vraiment, bon, bah, du coup, finalement, tu fais un peu d'ivoire un jour, et puis un peu de plume l'autre jour. Oui, ça peut, par exemple, au musée du Quai Branly, on appelle les objets là-bas les objets ethnographiques, qui sont tout type de matériaux. Sur un même objet, on va avoir de la plume, de la calebasse, de la fibre végétale, etc. Et c'est vrai que ça paraît très vaste comme ça, mais finalement, il y a des points très communs entre ces matériaux, qui fait que on les traite finalement avec plus ou moins les mêmes produits et on a plus de facilité à les appréhender. Ils ont cette chose commune d'être organique, de venir du vivant et donc de réagir à l'eau par exemple de la même manière ou à la chaleur, ce genre de choses. Ça serait une bonne description de finalement repréciser. Alors, tu viens de donner une première description. Qu'est-ce que c'est finalement qu'organique et inorganique? C'est hyper obscur. C'est vrai que ça fait très scientifique en fait comme définition, mais c'est ce qui est inorganique, c'est le métal, c'est la pierre. C'est statique. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Je dirais que en fait par opposition en fait à organique qui vient du vivant, Qui est créé par un organisme vivant. C'est ça. C'est des matériaux qui sont vivants à un moment donné et donc qui continuent de réagir. Les matériaux inorganiques sont plus stables. Ils ont pas du coup les mêmes altérations. On sait bien que le bois réagit vraiment à l'eau. C'est parce que à l'intérieur il y a eu de l'eau à un moment donné et donc quand il sèche ou qui regonfle, etc., ça peut créer des fentes. Il peut se casser ou moisir ou enfin. Il me semble que c'est parlant de se dire que finalement c'est un objet qui continue de vivre. C'est ça. C'est très contre-intuitif, mais oui, vécu, c'est ça. Qui continue de vivre, c'est peut-être une bonne c'est vrai. idée. Toi, donc, quel type d'objet tu te retrouves avec quoi finalement sur ta table? C'est là que c'est passionnant, c'est que donc je donnais l'exemple du retable tout à l'heure, donc ça peut être un retable, ça peut être une sculpture en bois, ça peut être un objet en cuir, un objet en ivoire, et ça peut être des instruments de musique. Ça c'est la petite spécialité dans la spécialité, c'est parce que c'est des objets moi qui me passionnent particulièrement. Et j'ai essayé au cours de ma formation de m'orienter là-dessus. C'est une spécialité qui est particulière parce que en réalité il y a des formations qui sont dédiées aux instruments de musique, à la fabrication, à l'entretien, à la restauration pour le jeu. Parce que c'est des objets qui sont des objets fonctionnels, qui sont créés pour être joués. Donc il y a une technique de fabrication qui est très précise. Ça demande une connaissance et une expertise vraiment très particulière. Donc il y a des formations en lutherie, en création d'instruments, tout type d'instruments. Par exemple, le musée de la musique, s'ils ont besoin de faire restaurer un instrument pour le jeu, pour le mettre en état de jeu, le conserver en état de jeu, ils vont faire appel à des spécialistes comme ça qui ont fait ce type de formation, la lutherie en guitare par exemple, c'est un exemple. Ils sont pas forcément conservateurs restaurateurs. Non, c'est ça, c'est là qu'il y a c'est très particulier vraiment comme spécialité. Moi au milieu de ça, là où j'interviens, c'est sur les instruments de musique dans les collections muséales et principalement les instruments de musique traditionnelle ou extra-européenne. Je me rends compte en parlant que c'est vraiment quelque chose de très spécifique et et assez flou en même temps. T'as des petites spécialités, moi je veux dire grosse spécialité quand même. Hein. Très complet, très inconnu, et on peut le dire c'est rare du coup, parce que t'as la double casquette. C'est ça, c'est assez rare en fait, c'est des collections qui ont eu un grand intérêt, on va dire, au 19e siècle quand elles ont été collectées et commencé à être conservées dans les musées. Il y avait un goût pour l'exotisme, etc., dû au contexte géopolitique, si on peut dire, voilà, colonial, etc., les missions ethnographiques, etc. Donc tous les instruments qui sont conservés au musée du Quai Branly, qui étaient avant ça au musée de l'Homme, ou les instruments qui sont conservés au musée de la musique. Et en fait, dans tous les musées en France et dans d'autres pays occidentaux, ces collections-là, extra-européennes, ont vraiment une histoire très commune pour la plupart et elles ont eu un intérêt à un moment donné, elles ont aussi perdu beaucoup d'intérêt par la suite. Là je parle pour le musée de la musique principalement parce que c'est là où j'ai le plus pu travailler. Il y a beaucoup d'objets de ces collections qui ont été conservés dans des
conditions assez variables, on va dire. Des gros changements climatiques, etc. Donc, j'en reviens au bois et aux matériaux organiques qui sont très sensibles, donc on l'a dit, à l'humidité, etc. Donc, dans des climats très variables, c'est pas bon du tout. Ils se conservent très mal. Et donc, la plupart des instruments sont amputés de plein d'éléments. Les parties en bois sont cassées ou ont moisi, ou enfin voilà, tout un tas de choses. Se déforment complètement, ouais. Alors, sur ce que j'ai vu, principalement, c'est les parties en bois qui sont fendues. Parce que avec les climats qui changent, on va avoir à un moment donné plus d'humidité, donc le bois va gonfler. Et d'un coup, le climat plus sec, le bois va se vider son eau et il va se rétracter et donc casser. Et en fait, ça, c'est complètement irréversible. On peut pas remettre... quand on va me confier un objet comme ça, si sur une des planches qui constituent l'instrument, il y a une fente de plusieurs millimètres qui traverse tout le long, je peux pas remettre le bois, je peux pas le recoller. Enfin, il faut trouver une autre solution pour combler. Qu'est-ce qu'on fait en fonction de l'état de l'objet, en fonction de l'altération, on va le combler. Les trous, s'ils sont trop visibles, on va essayer de camoufler en fait ces choses-là. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ces instruments-là, ils sont plus du tout jouables. C'est qu'ils sont tellement altérés que c'est pas possible de les remettre en jeu, parce que en fait, un instrument qui est en état de jeu, là je parlais principalement pour les instruments à cordes, c'est encore une spécialité, c'est ça. Je travaille plus sur les instruments à cordes pour le coup, parce que c'est là où ça correspond plus à voilà mes compétences, on va dire. Okay. Et puis de fil en fait, je pense que c'est un peu les hasards aussi qui font qu'on se spécialise. Donc après on voit plusieurs problématiques qui se répètent, etc. Donc on finit par avoir un œil plus exercé. Et donc ces instruments à cordes, quel que soit le nombre de cordes qu'il va y avoir dessus, pour produire du son, elles sont tendues très fort. Et donc elles exercent une tension sur le bois qui est calculée en kilos, il me semble, si je fais pas d'erreur. Mais c'est vraiment comme un poids qui est vraiment c'est très fort sur l'instrument. C'est pas une corde qui casse ou... Alors pour la plupart les cordes on en a plus, ça c'est complètement disparu. C'est très rare d'avoir des cordes d'origine. C'est un problème aussi dans les restaurations qu'on peut avoir à faire. J'ai l'impression de digresser complètement parce que je t'écoute, je sais pas, je suis pas de terre. C'est que tout à l'heure. En effet, sur tous ces instruments, on n'a plus de cordes, donc même si on voulait les remettre en état de jeu, on ne sait pas forcément quelle corde il y avait à l'origine. Donc là, il y a une partie très intéressante du travail aussi qui entre en jeu, c'est la recherche documentaire. La recherche aussi dans les autres collections, faire une comparaison des différents instruments qui sont de la même époque, à peu près de la même facture. On essaye de trouver les plus similaires pour avoir des pistes et dire tiens, par exemple sur cet instrument il me manque telle partie, je vais essayer d'aller trouver sur un autre. Il m'en faut plusieurs quand même. Je peux pas avoir qu'un seul exemple parce que je sais pas si c'est une restauration qui date de il y a 10 ou 20 ans, je sais pas si elle est pas documentée, j'entends. Je sais pas si c'est vraiment d'origine ou pas, donc si j'utilise cet exemple pour le remettre sur un objet, enfin, on part dans une interprétation, là c'est plus trop déontologique et dans les musées, on évite de faire ça quand même. Parce qu'en plus, il y a des objets, j'imagine, qui à un moment donné ont été restaurés dans l'objectif de resservir peut-être. Ça peut, ouais. Pour les instruments qui ont été joués, parce que dans les collections extra-européennes, il y a quelque chose de très intéressant aussi à mentionner, je pense. C'est qu'on a deux catégories d'objets globalement. C'est les instruments qui ont été joués réellement par des musiciens, qui sont des vrais instruments de jeu, sur lesquels on va trouver des traces, vraiment des doigts des musiciens, etc. Et les objets qui sont des objets pour les touristes ou pour les expositions coloniales ou qui sont fabriqués pour les Européens, et on trouve ça beaucoup dans les archives des musées en fonction de telle ou telle acquisition. C'est une partie qui est du coup très importante de fouiller un peu pour ces instruments-là, de fouiller un peu leur historique, quoi, de trouver d'où ils viennent. Oui, parce qu'en fait on restaure pas de la même manière, ça conditionne beaucoup les interventions qui vont être faites. Est-ce que ça a autant d'importance sur tel ou tel instrument de remettre les parties manquantes? Est-ce que cette partie-là de recherche documentaire est vraiment très importante pour arriver à
à comprendre d'où il vient et quoi faire avec. Il y a peut-être une différence, alors tu me dis si je me trompe. Comme je l'entends, je me dis par exemple un instrument créé pour les touristes va être surtout esthétique, que le jeu n'est pas très intéressant. Exactement. Et on va peut-être retrouver plutôt un état visuel. C'est ça, exactement. Et sur les instruments où on a des traces de jeu, c'est vraiment très précieux, quoi. On garde ça, absolument pas les effacer. T'as des exemples? Là, je pense à un instrument sur lequel j'ai travaillé pour mon travail de mémoire de fin d'études. C'est une sitar originaire d'Iran. C'est un instrument à cordes sur lequel les cordes sont parallèles à la table d'harmonie. Et la table d'harmonie, c'est la planche de bois sur laquelle le son va résonner. Sur une guitare, c'est la planche visible, quoi. C'est ça, où il y a le louis au milieu. Donc cette sitar, elle avait plus beaucoup de cordes, il restait des petits morceaux. Elle avait un décor de nacre qui était très lacunaire. Il lui restait à peu près toutes les chevilles. Les chevilles, c'est là où on tend les cordes au bout de chaque côté de l'instrument. Elles étaient en métal. Et les petits bouts de cordes restantes étaient en métal. Donc ça donne des indications très importantes. Et donc sur cet instrument-là, au départ, moi j'avais très peu d'informations. Je connaissais le nom de la personne qui les a collectés en Iran, qui avait travaillé là-bas, etc. Ce qui est intéressant pendant l'œuvre de mémoire, le travail de mémoire, pardon, c'est de pouvoir pousser les recherches vraiment très loin, ce qu'on va pas pouvoir forcément faire dans notre travail au quotidien en restauration, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, c'est vraiment l'occasion de prendre un objet et de pousser les recherches très loin, à la fois historiques, à la fois matérielles, etc. Donc toutes les analyses aussi. Donc au fil des recherches sur cet instrument-là et d'échanges aussi, c'est une partie qui est très intéressante avec des musiciens, avec des facteurs d'instruments, d'avoir un échange parce que leur expertise elle est très précieuse. Moi je l'ai pas, d'autant plus que à travailler sur des instruments extra-européens, je vais passer justement d'un instrument iranien à un instrument indonésien, à un instrument gabonais. Enfin, c'est vraiment encore une fois, très varié. Donc je peux pas du tout être experte sur tous ces objets-là. Et donc là, par exemple, un spécialiste de cet instrument-là, qui a observé l'objet, a pu me donner des informations sur le fait que, sur des traces qui restaient sur l'objet que moi j'aurais pas pu interpréter, lui m'a dit, je peux vous dire que c'est un instrument qui a été joué. Parce que il y a des traces, là, de petits chevalets, c'est des petits éléments en bois qui permettent de tendre les cordes. Je vois qu'ils ont été déplacés. Par rapport à comment l'instrument est joué, où ces petits chevalets servent à accorder vraiment la hauteur, enfin le son de la corde. Un instrument de décoration, il serait bien aligné et il y aurait pas ces déplacements-là. Donc lui, avec son expertise, peut me dire oui, c'est un instrument qui a été joué. Donc ça, c'est une information déjà très précieuse. Ensuite, je vais continuer les recherches, essayer de trouver par rapport justement à cette personne qui a collecté les instruments en Iran. C'était en 1893 qu'il a rapporté les instruments en France, donc non, il n'est plus de ce monde. Par contre, j'avais trouvé le contact de son arrière-petit-fils que j'avais contacté pour lui demander s'il avait des documents d'archives. C'était très intéressant. J'ai adoré vraiment ce travail de mémoire, c'était passionnant. Et c'est quel type du coup ce collecteur, il faisait quoi dans la vie? Alors c'était un personnage qui a été très important dans l'histoire de la musique militaire en Iran. C'était en fait un général, si je me souviens bien, qui était en France, qui a fait ses classes en France, je peux dire, et qui a été à un moment donné le Shah d'Iran, qui était passionné pour la France, a demandé à faire venir en Iran quelqu'un qui pourrait former les musiciens militaires et écrire l'hymne, un hymne iranien, etc. Donc c'est ce général qui a été envoyé là-bas. Et qui est resté vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Il était français du coup? Il était français, c'est ça. Alfred Jean-Baptiste Lemaire s'appelait. Et donc il a contribué vraiment au développement de la musique militaire en Iran. Et il était très proche de la cour. Vraiment, il avait une place assez importante. Il était professeur aussi à... Je sais plus réellement si c'est une université, si ça s'appelle une université, mais une institution d'études supérieures. Et donc où il donnait des cours de musique. Et à un moment donné, dans sa carrière, si on peut dire, il y a une requête qui lui a été faite depuis la France. Et je sais pas si c'était directement le conservatoire
de musique qui est devenu aujourd'hui musée de la musique, mais qui a fait cette requête auprès de Monsieur le maire de rapporter en France des instruments iraniens parce que très peu connus en France et c'était voilà un peu l'exotisme. Cette personne lui demande si c'est possible de ramener des instruments, de collecter, etc. Et donc le maire va rassembler une vingtaine d'instruments très typiques voilà de la musique persane de cette époque, et donc va les ramener en France. Avant d'arriver au conservatoire, ces instruments vont faire une petite escale au Palais de l'Industrie qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui était dans Paris. Il y avait des expositions universelle, je suis pas sûre. Voilà, c'était et donc il y avait à un moment donné une exposition d'art musulman dans ce gros bâtiment. Les instruments ont été exposés là et ensuite ils ont rejoint les collections du conservatoire. Ça c'est vraiment une collecte d'informations qu'on n'avait pas vraiment dans les dossiers d'œuvres et tout, donc ça permet d'avancer dans l'enquête et de savoir bon cet instrument d'où vient-il quoi. C'est un instrument qui a été joué. C'est un instrument qui a un décor de nacre, je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est quelque chose qui est pas du tout courant sur ce type d'instrument. C'est pas les instruments de musiciens, ils sont pas très décorés parce que c'est pas ce qui est recherché. On va chercher un bon son, etc. Donc c'est pas le plus important. Et les instruments pour le public, disons, européen, va être très décoré, va être vraiment un peu dans l'excès de quelque chose de faussement traditionnel, mais voilà, qui plaît à la clientèle européenne, occidentale. Donc là, on est dans un entre-deux sur cet instrument-là. Il y a un peu de décor qui est assez fin quand même en nacre. Enfin, c'est vraiment quelque chose de particulier, avec des fleurs sur le centre, des petits motifs géométriques, etc. Et donc là, on va un peu plus loin encore dans l'enquête et avec le conservateur du musée de la musique, on est rentré en contact avec un conservateur d'instruments de musique dans un musée à Téhéran. Et donc lui, qui connaît très bien les instruments iraniens, à l'évidence, et qui a des archives photographiques, qui a un corpus aussi très intéressant, lui nous met sur une autre piste de dire en fait les instruments comme ça décorés, moi j'ai des photos qui ressemblent beaucoup à cet instrument là que vous avez, et en fait il semble que ce soit un instrument de cour. Petit à petit on recoupe un peu les informations, on assemble un peu tout ça, donc on arrive à la conclusion que c'est un instrument qui a été joué par un musicien à la cour du Shah d'Iran. Donc là, l'instrument, il prend quand même un autre statut, une autre valeur, vraiment. Là, l'importance qu'il a, c'est vraiment à travers son décor. Ce qui a permis de définir son statut, c'est son décor. Donc là, la décision, elle est prise un peu conjointement. Enfin, il y a toute une discussion et tout sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le restaure, comment on le présente, etc. Ce qui paraissait le plus pertinent, c'était de restituer son décor, pour lui redonner un peu tout son apparat et vraiment le montrer comme un instrument de cour. C'était la partie recherche en restauration dans le mémoire. Puis il y a la partie donc les recherches historiques et ensuite vraiment la restauration en tant que telle, parce que c'est quand même le master finalement et là-dessus. C'est vraiment une partie qui me passionne aussi, donc mais je pense que c'est commun vraiment. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, mais c'est une partie vraiment passionnante, quoi. Mais qui est primordiale parce que voilà, ça implique différentes décisions, etc. Donc c'est vraiment très important. Donc là, c'était la restitution du décor et par exemple, sur cet objet-là, on n'a pas restitué de corde, on n'a pas restitué le chevalet manquant. En fait, sans ça, c'est une caisse de bois décorée de nacre, donc on comprend pas vraiment comment il est joué, on comprend pas. Mais là, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui était important, c'était donc de montrer ça, ce décor, et en l'absence de suffisamment d'informations sur la forme des chevalets, parce que il nous en reste aucun, et on doit en restituer 18, on peut pas inventer une forme, quoi. Donc on n'a pas assez d'informations, on va pas plus loin dans la restitution. C'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est pas figé dans le temps. Je veux dire, si à un moment donné, justement, il y a des photos qui réapparaissent ou qu'on trouve un instrument très très similaire, voilà, on pourra envisager ça. Mais là, en l'occurrence, on n'avait pas assez d'informations, donc on n'est pas allé sur cette piste-là. Pour pas perdre non plus les cordes, les morceaux de cordes qui restaient au bout des chevilles, parce que si on les retire, on perd aussi ces informations sur comment elles sont nouées autour des chevilles, etc. Donc là, c'était une restauration esthétique, pour le coup. Sachant qu'on pouvait pas le remettre en état de jeu, sa valeur la plus importante après ça, c'était vraiment l'esthétique. Donc c'est un instrument créé au 19e siècle. C'est ça. Peut-être même plus vieux.
Ça peut être plus vieux, en fait, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. On pourrait essayer de dater le bois, mais ça nous dirait pas forcément... le bois peut être encore plus ancien que la fabrication de l'instrument. On sait juste à quelle date il est arrivé en France, et on sait qu'il a été joué. Donc là, on est dans un entre-deux, en effet, hybride de c'est clinquant, mais pas pour les touristes. Exactement, et c'est ça qui le rend si particulier et très rare, parce qu'en fait, dans les collections françaises, j'ai regardé aussi dans les collections britanniques, américaines, etc. Et on a soit des choses très très décorées, soit des instruments très très sobres. Voilà, mais cet entre-deux, c'est vraiment très rare, et c'est ce qui fait aussi la particularité de cet instrument. Alors, est-ce que ce monsieur, ce général, en fait, il s'est arrangé pour avoir le truc un peu, voilà, pour les Français, en mode, ou je sais c'est un cadeau, on sait pas trop. Eh ben, je sais pas trop. J'ai une petite théorie, mais qui est pas fondée, donc ça n'engage que moi. C'est que c'est a priori il y a une partie de l'instrument qui aurait été changée parce qu'elle aurait cassé à cause de la tension des cordes, etc. Voilà, il y a des parties qui cassent. Ma théorie, c'est que à un moment donné, l'instrument il était joué à la cour, mais à un moment donné, il a peut-être arrêté d'être joué, et à ce moment-là, il aurait pu le récupérer, tu vois, en accord avec le musicien, ou voilà, il sert plus parce que il a été cassé, il a été fragilisé sur tel truc, donc il est plus assez performant, ou je sais pas. Ça donne une indication, peut-être selon ce que tu as étudié, de la vision de l'instrument en Iran, en fait. Oui, aussi, ouais. Et est-ce qu'il était plus assez au goût aussi, je sais pas trop ça pour le coup, mais c'est vrai que sa position et le fait qu'il soit vraiment proche de la cour, etc., c'est assez probable en fait qu'il ait pu le récupérer comme ça, ou le racheter, ou que c'est, enfin c'est un autre chat moins apprécié. Je sais pas trop, je me souviens plus vraiment comment les périodes se recoupent, mais sur ce genre de choses, je pense que on n'aura jamais plus d'informations, c'est un peu trop précis, quoi. Mais c'est cool d'entendre toutes les théories, parce que ça fait vraiment partie de ce métier, de penser à plein de choses. Est-ce que ça peut-être, c'est ça. Pas, et on sait pas, et c'est une réponse aussi. C'est vrai, exactement, ouais. De dire, bon, là, à l'heure actuelle, ça, c'est les infos qu'on a, on peut pas vraiment aller plus loin, mais ça nous aide déjà à dire comment on va le restaurer. Et comme tu dis, on supprime pas, on remplace pas, comme ça. Exactement. Vite, exactement. Et dans d'autres cas, si on restitue des pièces, je pense à une autre sitar qui, pour le coup, elle venait de Turquie, qui est un petit peu différente, mais qui a aussi les cordes qui sont tendues au-dessus de la table d'harmonie. Là, c'était donc l'année suivante, donc c'était plus pour le mémoire, mais c'était quand même important de faire des recherches pour pouvoir restituer certaines parties, notamment le chevalet. Là, il y en avait un seul qui est tout en long avec plusieurs petits pieds, donc il y a une forme très spécifique. Et là, c'était important de le restituer parce que pour le coup, sur cet instrument, on avait toujours les cordes. Les cordes, elles étaient en boyau. Ça, c'est pas moi qui ai traité les cordes en boyau, c'était une collègue. Mais pour pouvoir leur redonner une forme cohérente et pour pouvoir le présenter, en fait, le mettre dans un état de présentation un peu cohérent, un peu esthétique, quoi. C'était important de remettre le chevalet parce qu'il donne aussi des informations visuelles sur à quoi ressemble réellement cet instrument. Et donc là, c'était de la recherche documentaire dans des ouvrages vraiment très anciens, et c'était vraiment passionnant. Et de la recherche aussi par des corpus comparatifs, enfin sur d'autres instruments, donc, et de prendre des mesures, etc. Et encore une fois, de contacter des personnes qui, elles, sont spécialistes. Donc là, c'était un facteur de ce type de sitar en Turquie qui parlait pas du tout le français. Moi, je parle pas le turc, et on a essayé de se comprendre dans un anglais, mais c'était vraiment une expérience vraiment super. Et lui, donc, qui est spécialisé dans ces instruments-là, a pu me donner presque au premier coup d'œil le nom du facteur de cet instrument, ce qui est quand même incroyable parce que c'est très très rare. Il a reconnu à la spécificité des rosaces, donc c'est les ouïes dont on parlait de la guitare tout à l'heure. Sur certains instruments, il y a des rosaces qui sont sculptées à l'intérieur de lui, comme ça, c'est décoratif. Et on connaît mieux dans les guitares espagnoles. Voilà, par exemple, c'est ça. Ouais. Par rapport à l'esthétique de ces rosaces-là, il a pu me donner le nom du facteur. Donc c'est vraiment incroyable. Je saurais même pas dire à quel point c'est rare pour les instruments extra-européens d'avoir des noms de facteurs. C'est quelque chose vraiment... Il était célèbre, tu penses, ce facteur, ou c'est le gars qui était ultra pointu dans son domaine? Je pense les deux, je dirais.
Un peu les deux, ouais. Moi, j'ai pu trouver très peu d'informations après ça parce que même dans la littérature anglaise ou française, parce que je peux pas faire d'autres recherches, je parle pas turc, et de pouvoir après chercher sur des instruments similaires un profil de chevalet que je pouvais restituer. Et donc là, dans le cas où on a suffisamment d'informations pour restituer une pièce manquante, on va pas la faire dans les matériaux d'origine. Par exemple, pour quand même, il y a toujours cette question de déontologie on retire le moins possible d'éléments. On va faire des interventions qui sont réversibles le plus possible ou retraitables, comme on va dire. Dans utopique. C'est ça, exactement. Et donc, ce qu'on va apporter sur l'instrument de nouveau, on va faire en sorte qu'il soit vraiment identifiable et que justement on n'ait pas ce problème dans quelques années si les informations se perdent, j'en sais rien, le rapport de restauration ou quoi, on sait pas. Que une personne qui va venir se documenter sur cet instrument-là en se disant ah bah c'est super, lui il conserve son chevalet, voilà je vais aller prendre les mesures dessus. Non, que la personne puisse voir que c'est pas un chevalet d'origine. Alors moi je documente dans mon rapport comment j'ai trouvé ces informations, donc ça c'est pas du tout de l'interprétation, c'est pas une création comme ça un peu, c'est précis, voilà, je donne toutes les informations et je réalise le chevalet dans un matériau qui est différent, qui soit facilement identifiable et qui ait pas de doute sur l'authenticité. Comment tu fais par exemple pour qu'on le reconnaisse? Alors là pour le chevalet, je l'ai recréé dans un bois qui est le balsa, c'est du bois très léger, très peu dense, qu'on utilise pour les maquettes souvent. On peut le couper très facilement, le poncer et tout. Et en fait, c'est aussi, comme il est vraiment léger, il va pas appliquer de pression sur... là, c'était une peau qu'il y avait dessous, donc ça reste des éléments fragiles, donc on va essayer de pas appliquer une pression trop grande, etc., ou trop de poids et tout ça. Donc c'est vraiment très pratique pour ça. Il y a d'autres parties qu'on peut restituer comme des chevilles, par exemple. J'ai pu faire ça sur certains instruments. Là, je vais prendre une des chevilles qui est d'origine. Quand j'en ai une, je vais la mouler. Je vais faire un moule en silicone autour et je vais la couler dans une résine. Voilà, donc là, il y a aucun doute si la cheville d'origine, elle est en ivoire et celle que j'ai refaite, elle est en résine. Donc j'essaye de rendre quand même que esthétiquement, visuellement, ça soit quand même discret, que le côté identifiable de la restauration, elle est, je dirais, avant tout pour ceux qui vont chercher des informations dessus ou pour les professionnels qui vont être amenés à travailler sur ces objets-là. Parce que au-delà de tout ça, de toute cette réflexion, etc., le but, en fait, à la fin de tout ça, c'est de le présenter à un public, finalement. On se pose beaucoup de questions sur comment le contextualiser, comment le présenter quand il manque toutes ces parties, que voilà, c'est des instruments anciens qui sont plus forcément joués aujourd'hui, que c'est difficile de trouver à Paris ou en France ou quoi des personnes qui seraient capables d'en jouer ou de jouer d'un instrument similaire mais moderne pour donner un peu d'informations. Donc c'est toujours des questions très très particulières, mais c'est ce qui rend aussi ça passionnant. Il faut quand même que je dirais que pour l'objet qu'on présente au public, que le visiteur se dise pas pourquoi il y a une cheville en résine sur cet instrument, enfin ça fait pas trop de sens. Je pense que c'est juste apporter encore plus de confusion. Donc on essaye de faire en sorte que esthétiquement ça soit cohérent, que ce soit quand on va aller un peu plus loin, c'est possible de voir que c'est pas d'origine, mais voilà, sinon l'objet esthétiquement il est quand même parlant quoi. C'est pour la réserve de musée, le chercheur. Exactement, c'est ça. J'ai plein de questions qui viennent. C'est trop intéressant. Je vais te demander comment on trouve finalement un spécialiste, parce que c'est indispensable de contacter des personnes qui ont fait l'apprentissage de cette facture. Comment on les trouve? En fait, c'est des contacts et des contacts. Enfin, c'est comme une chaîne. Le contact en Iran, ça a été par le biais du conservateur du musée de la musique, qui lui avait été contacté par l'ambassade de France en Iran, si je me souviens bien, et donc il lui avait donné ce contact-là. Le conservateur nous a mis en contact, cette personne et moi, pour qu'on échange en suivant bien sûr tous les échanges, etc. On a vraiment beaucoup échangé parce que moi j'avais beaucoup de questions à lui poser, donc on a créé un lien vraiment, c'était passionnant. Et donc l'année d'après, quand j'ai travaillé sur l'instrument turc, je lui ai posé des questions
Et donc lui m'a donné, il m'a dit bah moi je suis moins spécialiste de cet instrument-là. Par contre, vous pouvez contacter telle personne qui est en Turquie et qui pourra vous donner des informations. Et donc c'est des contacts que je garde aussi très précieusement. Comme ça, je pense que c'est un carnet qui se fait petit à petit. Pour pas perdre cette information. Et ces personnes, je peux me permettre d'un certain âge justement ou pas forcément? Là, les personnes avec qui j'ai pu échanger, oui, quand même, donc qui ont un background, j'allais dire, vraiment un parcours très riche, enfin vraiment qui en ont vu beaucoup, qui ont beaucoup travaillé sur ces objets-là et tout ça, donc c'est des mines d'informations, c'est vraiment passionnant, quoi. Et il y a une relève ou pas dans ces pays justement de continuer à créer ces instruments, ça se perd et ça justifie notamment de conserver tous ces instruments? Je sais pas trop, à vrai dire. Si c'est des instruments qui sont toujours joués à l'heure actuelle, il y en a, parce qu'on peut trouver, en fait, c'est marrant parce que je pense que la première chose que je fais quand j'ai un objet qui arrive sur ma paillasse, c'est que je vais chercher sur YouTube comment, je vais chercher un musicien ou une musicienne qui joue de cet instrument pour comprendre juste déjà, basiquement, comment il est joué. Des fois, j'en ai aucune idée, quoi. Vraiment, c'est des fois des instruments qui ont des formes très particulières et donc ça commence comme ça. Et souvent, on peut trouver des vidéos très récentes de personnes jeunes qui jouent de tout un tas d'instruments. Le musée de la musique a un petit programme comme ça dans les salles où il y a des personnes spécialisées de tel ou tel instrument très méconnu qui viennent jouer de ces instruments-là. C'est vraiment c'est super, ouais. T'es musicienne ou pas? Oui, je suis musicienne. Je joue pas du tout d'instrument à cordes pour le coup. Ouais. Mais parce que moi j'ai fait de la trompette pendant plusieurs années. J'ai un peu arrêté depuis que j'habite dans un appartement parisien. C'est Aristocha, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou. Ça swing comme un pied. Mais je pense que mes voisins sont contents que je m'y sois pas remise. Mais oui, la trompette c'est un instrument en métal. Donc comme moi je suis sur le bois, voilà, j'ai trouvé un peu essayer de faire un... Et ça se joue, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Je trouve peut-être des gars, mais je sais même pas, je suis pas musicienne. Ça n'a rien à voir. La plupart du temps, les instruments à cordes se jouent à deux mains. Ouais. Et sur une trompette, on n'en utilise qu'une. Et on a 3 pistons et tout le reste se fait avec le souffle. Donc c'est vraiment très très différent. Ouais. Et ça te donne envie ou pas d'essayer t'as déjà dû tester quand même un instrument à cordes? J'ai testé la guitare, j'ai testé le piano pendant le confinement. Voilà. T'as souvent ça, une passion, mais qui va pas forcément aller jusqu'à la pratique, parce qu'on pratique déjà. Oui, c'est ça. C'est finalement des passions qui sont assez compartimentées entre le professionnel et voilà, pour le loisir. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas l'idée, par exemple, de apprendre à jouer de cette sitar iranienne, par exemple, parce que c'est vraiment pour atteindre un niveau pas d'expert, mais quand même pour pouvoir jouer un peu correctement. Je pense que c'est une quantité de travail. Peut-être un jour je me passionnerai d'un instrument en particulier et je me dirais ok, celui-là je vais passer les heures qu'il faut, mais j'y arriverai et je saurai jouer cet instrument. Mais c'est un travail à part entière. Ça te prend déjà tellement de temps de restaurer que c'est toujours le biais professionnel parce que t'es passionné que t'as le temps de le faire. C'est exactement, c'est ça. C'est vrai. Et t'as déjà voyagé donc dans ces pays ou dans des pays pour tes restaurations? Non, pas encore. J'aimerais beaucoup. Ne serait-ce que pour aller rencontrer par exemple cette personne avec qui j'ai beaucoup échangé à Téhéran et visiter le musée. Vraiment, ça serait j'aimerais vraiment beaucoup ça, ouais. Parce que là c'était par mail pour la personne en Turquie, c'était par téléphone aussi. Parce qu'en plus il y avait un peu le contexte du Covid, etc. Donc c'était pas trop évident de se déplacer. Donc pour l'instant non, j'ai pas été amenée dans le cadre d'instruments de musique à voyager pour ça, mais j'espère très fort que ça viendra. C'est quoi ton parcours? Comment t'es arrivée à ce métier, cette spécialité? C'est une très bonne question. C'est assez rigolo de se demander jusqu'où ça remonte en fait. Enfin, qu'est-ce qui a contribué dans la plus tendre enfance? Déjà, c'est assez ancien si tu commences comme ça. Ouais, je pense que c'est assez ancien. Je dirais que j'ai commencé la musique j'avais 6 ans, je crois. D'accord. Donc déjà, ça remonte très loin. Dans ma famille, je pense que tout le monde à peu près jouait de la musique, donc ça c'était un truc déjà très présent. Pour les instruments un peu différents, un peu voilà, parce que dans la famille il y avait la guitare, il y avait le piano, voilà un peu.
c'est pas du tout dans un sens péjoratif, mais de dire un peu les classiques, quoi, qu'on connaît, les un peu plus courants. Mais chez mon grand-père, qui a, lui, beaucoup voyagé, il y avait beaucoup d'instruments de musique, des tambours, des instruments à cordes que j'avais vu que là, je pense que à ce moment-là, on se rend pas du tout compte de l'impact que ça va avoir par la suite. Mais je pense que c'est juste quelque chose que j'ai toujours vu depuis que je suis petite, ces objets-là. On avait le droit de jouer dessus en plus, donc c'était trop bien. C'est ça. On s'amusait beaucoup. Je pense que pour la plupart, il y avait des objets aussi de tourisme, mais ça en restait pas moins passionnant pour des yeux d'enfants. Et après, par la suite, je pense que c'est plus généralement un intérêt pour l'art. J'ai commencé par des études en art plastique avant de me lancer dans ce merveilleux domaine de la restauration. Bac général en quoi? Scientifique, parce que c'est un peu la phrase bateau de ça ouvre plus de portes. Alors on se lance là-dedans. C'est pas plus mal dans un sens parce que après ça, dans les études en restauration, il y avait pas mal de cours de chimie. Donc finalement, ça m'a un peu aidé, je pense. Mais quand il a fallu trouver quoi faire après le bac, et que je me suis dit que j'allais me lancer dans les arts plastiques, mes parents m'ont encouragée. Ils ont toujours soutenu les choix comme ça, mais pour les professeurs c'était assez étonnant parce que j'étais dans un lycée où vraiment il n'y avait pas du tout aucune spécialité artistique, musicale, quoi que ce soit. Enfin vraiment c'était très scientifique. Moi j'ai dit mais en fait je pense pas que je ferai médecin. C'est pas quelque chose pour moi, je crois. Mais je pense qu'aussi depuis assez jeune j'avais envie de trouver quelque chose qui alliait les sciences et les arts, mais j'avais aucune idée de comment c'était possible, un truc comme ça. Mais j'avais parce que c'était vraiment les deux trucs qui me passionnaient à l'école. J'étais assez à l'aise dans les sciences et ça me plaisait pas mal. Je disais mais je sais pas ce que je peux faire de ma vie, mais j'aimerais trouver si c'est possible quelque chose qui allie les deux. Mais je me disais qu'à un moment donné il faudrait faire un choix et donc c'est pour ça que je suis allée dans les arts plastiques. Mais bon, dans les arts plastiques, c'était très très intéressant, j'ai adoré ça, c'était des études super. Mais il y a une question de débouché aussi à un moment et de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Les 3 ans de licence à la fac de Montpellier. En fait, j'ai trouvé la filière de la restauration. Je pense que j'étais en cours de cursus d'art plastique, mais je me suis dit bon, je vais quand même aller au bout de la licence parce que avoir juste une L1 ou une L2, ça donne pas de diplôme. Donc je me suis dit bon, rendu là, je vais faire la licence au complet. Ça sera déjà ça. Et je me suis inscrite à la prépa ensuite. C'est donc une prépa à côté d'Avignon, une toute petite école. On était 9 dans la promo. C'était super. Maintenant, elle a fermé. Elle s'appelait l'école Desparts. C'était sur 1 an. C'était pour préparer au concours des écoles de conservation-restauration. Très spécifique. Ça. Très très spécifique. Okay. J'ai découvert le métier de la restauration. Je pense que c'était par une exposition au musée des arts décoratifs sur les lacs françaises. Magnifique, une exposition mobilier sublime. Enfin vraiment quelque chose. J'en avais plein les yeux. C'était trop beau. Et il y avait une vidéo. À un moment donné dans l'exposition où ils montraient des restaurateurs en blouse blanche. Tu peux nous montrer comme quoi. C'est vrai parce que en fait dans les écoles, moi mon lycée il était à Perpignan, j'ai fait mon collège dans un petit village à côté et tout où c'est vraiment des métiers qu'on connaît pas, qui sont pas du tout présentés aux élèves dans ces endroits-là, et de voir ces personnes qui travaillaient sur des objets magnifiques et qui étaient en blouse blanche comme des scientifiques finalement. Et là j'ai dit mais voilà, ça y est, c'est ça lie les deux et ça marche. J'ai trouvé enfin. Et donc voilà, on se retrouve en prépa pour 1 an pour préparer les concours aux différentes formations. J'ai eu le concours pour la formation à Paris 1, pour le master, d'abord la licence puis le master conservation restauration des biens culturels, où je me suis spécialisée donc dans les objets en bois, etc. Ok. Ça s'appelle comment du coup là-bas cette spécialité? C'est spécialité sculpture globalement. Okay. Donc après nous dans la spécialité on choisit le matériau parce que sculpture c'est très vaste. Toi tu t'es dit plutôt bois. C'est ça. Après des modules, comment ça se passe? Première année dans la formation qui en fait est la L2, enfin la 2e année de licence. Il y a un travail à faire, un travail méthodologique de recherche. Voilà, ça prépare en fait petit à petit au mémoire. Et là je l'ai fait sur les instruments fonctionnels et plus précisément les objets fonctionnels et plus précisément les instruments de musique. Quelles sont les différentes possibilités? Est-ce qu'on les remet en état de jeu? Pourquoi?
comment, lesquels, etc. ou comment on les conservait, tout ça. Donc, Il y avait déjà cette préoccupation de l'objet utile et c'est ça. utilisé. Ouais, je pense que une coiffe ethnographique qui reste posée a priori. Oui, qui va plus être utilisée dans le contexte dans lequel elle était créée à la base. Ouais, c'est ça. Un bon professionnel de la conservation-restauration, selon moi, c'est par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir et les personnes avec qui, je dirais, j'ai eu le plus de facilité à travailler, c'est les personnes, je sais pas si cette réponse est bizarre ou pas, mais pour moi elle est importante, c'est les personnes qui savent rester calmes dans une situation, qui vont être assez diplomates en fait, dans un sens. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose, j'avais pas du tout envisagé ça dans mes études, c'est pas du tout quelque chose auquel je pensais, mais il y a une partie diplomatique très importante, de sang-froid et d'arriver à discuter avec les différentes parties, par exemple le conservateur, le collectionneur, le commanditaire, enfin peu importe la personne, ou les collègues quand on est en chantier aussi, de pouvoir donner son avis et de dire voilà, moi je verrais bien la chose comme ça, mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses. C'est tout d'être dans la communication, mais d'être, ouais, je dirais diplomatique, c'est un peu à l'écoute, de travailler en équipe, de pas partir du principe qu'on sait tout. Mais je pense que globalement dans ce métier on est toutes et tous un peu comme ça. Parce que en fait à chaque fois on est devant une problématique nouvelle. C'est assez rare qu'on ait deux fois le même objet avec exactement les mêmes problématiques. Donc on est constamment dans la recherche de solutions et tout ça. Donc on fait constamment appel à nos collègues pour avoir des conseils, etc. Donc c'est vraiment et je trouve que c'est ce qui est vraiment passionnant aussi et qui fait des bons professionnels selon moi. Donc je sais pas ce qui fait de mauvais professionnels en réalité. Peut-être quand même, j'ose le dire, certaines pratiques qui sont pas très déontologiques. Mais après, je pense aussi que les demandes peuvent être très différentes pour un particulier ou pour un musée, pour un objet qui va être toujours utilisé par exemple. Pour un particulier, on va pas le restaurer de la même manière qu'un objet de musée qui va être dans une vitrine avec un éclairage et un climat très contrôlé, etc. Donc c'est quand même assez différent. Oui, je dirais que peut-être c'est ça que une bonne conservatrice, restauratrice et quelqu'un qui est à l'écoute, quoi. Je pense que c'est quand même vraiment aussi très très propre. Je me permets de laisser mon avis, qui nous écoutent, on n'était pas d'accord. Je pense que c'est très propre au fait que t'aies justement cette spécialité hyper riche qui t'amène en fait à travailler d'autres spécialités. Mais il y aura peut-être plus de cloisonnement entre conservateurs qui sont que en... Ça peut aussi, ouais. Des papiers, que des livres. Et ça sera pas le même type de dialogue en tout cas. C'est vrai que ça sans doute que ça apporte quelque chose de différent. J'en discutais avec une collègue qui a bossé pas mal au musée du Quai Branly. Et en fait, on était arrivé un peu à pas cette conclusion, mais cette réflexion de se dire aussi quand on travaille sur ce type de collection, on est obligé en fait d'élargir nos horizons, de discuter, etc. Parce qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Et on est obligé de chercher les informations auprès d'autres personnes. Ça ouvre forcément. On peut pas travailler dans notre coin et pas faire appel aux autres. C'est pas possible, quoi. Il y a une humilité obligatoire aussi par l'objet ethnographique, je pense. C'est ça. Qui est un regard extérieur de tous les cas. Exactement. Et qui très souvent est un contexte de collègues qui est très compliqué. Il faut garder l'esprit ouvert. C'est indispensable, ouais. Qu'est-ce que tu préfères et aimes le moins dans ce métier en réponse rapide? Ce que je préfère, c'est bizarrement, je sais pas, c'est la partie de la recherche historique. C'est vraiment, évidemment, j'adore la pratique parce que voilà, c'est quand même le cœur du métier, mais vraiment, ça me passionne de faire les recherches, quoi. Ce que j'aime le moins, disons, sans doute une réponse commune, c'est la partie administrative. C'est pas notre force. Pas vraiment. Et parce que, encore une fois, c'est quelque chose, je pense, qu'elle on pense pas du tout quand on fait nos études, quoi. Enfin, vraiment, on se retrouve du jour au lendemain, ça y est, diplôme en poche, bon. Ça a été l'objectif pendant tellement d'années, le but à atteindre d'avoir ce diplôme, que après ça,
Bon, alors il faut créer son entreprise, il faut gérer l'URSSAF, il faut faire des devis, faire des factures, tout ça, c'est... C'est un message important pour les personnes qui écouteraient, qui souhaitent faire ce métier. C'est déjà, les formations n'apprennent pas ça. Alors, je crois que c'est en train de changer. Alors, ce qu'il y a, c'est que après, avec le recul, on se dit, ah, mais quand même, j'avais eu un cours sur tel ou tel truc, mais en fait, on se rend pas compte parce que... C'est très roi aussi, les écoles, on a tout le matériel à disposition. C'est ça, oui. Alors, ça, c'est un petit avantage avec la fac, c'est qu'on a moins de moyens quand même. Moins de moyens. Je pense que là, ils ont déménagé les locaux, ils sont super, en face de la cathédrale Saint-Paul, là, c'est vraiment... Pile, moi, quand je suis partie, ils ont déménagé. Mais toi, tu te rappelles la prépa d'Avignon, personne n'a connu. C'est vrai, qui a fermé maintenant, c'est vrai. C'est ça. Mais c'est super parce que en fait, ça nous apprend aussi un peu la réalité du terrain, je dirais, de bon, on fait comment avec un peu ce qu'on a, etc. C'était super. Franchement, je garde de très bons souvenirs. Il y a beaucoup de critiques, mais j'ai l'impression que quelle que soit la formation, il y a plein de choses à critiquer, il y a jamais tout qui va, etc. Mais au final, on s'en sort très bien après. Il y a des choses qui manquent, mais en fait, ça se remplit à un autre endroit. C'est ça. Les formations, on s'y retrouve d'une autre façon. Elles sont juste pas tout à fait complètement. d'intérêt au même endroit, toujours. Puis je pense qu'aussi, il faut peut-être se sortir de la tête que quand on a le diplôme, on est... c'est bon, qu'on a toutes les clés en main. Non, c'est pas possible. En fait, je pense que ce que j'ai trouvé le plus important et qui m'a le plus aidé, je pense, pour la suite, c'est de réaliser qu'on avait une méthodologie, en fait. Ce qu'on acquiert dans les études, je pense, enfin, c'est mon avis, c'est qu'on a une méthodologie et que du coup, forcément, sur un nouvel objet qu'on n'a jamais vu, qu'on sait pas comment s'y prendre et tout, on sait finalement comment s'y prendre parce que et on se dit que si on va tester plutôt tel ou tel matériau pour nettoyer ou que sais-je, ça sort pas de nulle part. En fait, il y a des fois on a cette impression-là, un gros sentiment d'illégitimité dans le travail, qu'on sait pas ce qu'on fait. Enfin, vraiment dans les débuts, il y a des moments assez paralysants comme ça, mais finalement c'est bien de se réancrer un peu dans le sol et de dire non. Alors quand même, j'ai eu une formation. Si j'estime que je vais plutôt tester tel solvant ou tel solvant, ça vient pas de nulle part. C'est que voilà, j'ai appris quand même. Là, c'est peut-être un autre sujet, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est lié au fait que on est beaucoup à être des femmes dans ce milieu-là et que globalement, de manière très sociétale et très genrée, le sentiment d'illégitimité est quand même beaucoup plus présent aussi. Ce que tu partages, c'est important de préciser que c'est quelque chose qui est entre guillemets partagé à 100%. Tous les membres de la profession, c'est assez impressionnant. En fait. C'est assez impressionnant, ouais. Il y a forcément des exceptions, mais c'est marrant, là, je réfléchis, je n'en ai aucune qui vient en tête. Et pourtant, on connaît toutes au minimum 50, 100 concerts. C'est des chiffres un peu, je sors de mon chapeau, mais on connaît du monde, comme tu dis, on se recroise et je connais personne qui a un sentiment. Mais c'est ça, et même après des années de pratique. Et en fait, je me souviens que j'avais posé cette question-là en stage dans un musée. Je discutais avec une restauratrice, qui a quand même, je sais pas, 10, 15 ans, je sais plus exactement, mais voilà, et qui m'a, à un moment donné, qui m'a dit ça, qui m'a dit qu'elle devait préparer une présentation pour un colloque ou je sais plus quoi, et qu'elle arrivait pas à s'y mettre et qu'elle se sentait illégitime de parler de ça et tout, et je suis tombée des nues, quoi. Je dis, mais si cette personne qui, moi, de mon regard de jeune diplômée, est une personne super compétente et super calée dans le domaine et tout, l'aspect positif de ça, c'est que aussi il y a une certaine humilité où on se dit voilà, on est toujours en quête de nouvelles solutions, de nouvelles informations. Ça vient beaucoup de ça aussi, on est appelé en fait à être tout le temps à remettre tout en question. C'est vrai. Ça crée une forme d'anxiété sociale qui est pour le bien de l'objet, mais pas toujours et c'est un équilibre pas évident à trouver, quoi. Je crois que... Il faut beaucoup de séances sur le divan. C'est ça. Alors t'as le choix entre deux questions. Soit tu dois convaincre le gouvernement que le patrimoine est genre le ministère dans lequel il faut investir à tout prix, plus important que tous les autres. Ok. Rien que ça. Et je crois. Je crois aussi. Voilà. Ça c'est fait. Et sinon l'alternative que tu peux choisir, c'est faire comprendre à Mr Bean qu'il ne peut pas faire ce métier. Faire preuve de diplomatie. Je pense que je vais prendre quand même la première. Je trouve la deuxième très drôle et je réfléchirai par la suite quand même juste pour moi-même parce que je trouve ça très marrant.
Mais surtout qui ne parle pas de Mr Bean. Donc la communication est très compliquée, je pense. Mais du coup, pour la première option, convaincre le gouvernement que c'est très important. Déjà, convaincre ma famille que mon travail est important. Et pourquoi ? C'est déjà pas évident. Et donc, je me suis beaucoup posé la question de comment je leur explique, comment je leur amène ça et comment juste mettre des mots là-dessus. Pourquoi moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Le patrimoine et l'identité sont pour moi des choses indissociables. Une culture et un patrimoine pour une identité nationale ou une identité d'une communauté, etc. C'est quelque chose qui est indispensable parce que l'histoire, c'est vraiment c'est ce qui permet de dire c'est quelque chose qui remonte sur des générations et des générations. C'est quelque chose je pense que c'est vraiment lié à l'identité et c'est très important. Donc si je devais convaincre le gouvernement, c'est vraiment indispensable de conserver le patrimoine parce que c'est ce qui reste dans le temps, c'est ce qui traverse vraiment les générations et la vie elle passe, mais les bâtiments, les objets, etc. ils sont là, et ils traversent et c'est très émouvant aussi, je trouve, avec certains objets qu'on a dans les mains, de se dire c'est fou parce qu'en fait il a été créé par une personne il y a 100 ans, 200 ans, je sais pas. Et là, aujourd'hui, il se retrouve dans mes mains, et dans 100 ans, il se retrouvera dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est ce qui unifie, et c'est ce qu'on souhaite à tout président, entre guillemets, d'être rappelé pour les bonnes choses. Donc, on peut admirer, en effet, qu'un objet reste porteur de quelque chose d'unique. J'aime beaucoup, comme tu as fait le lien avec ton identité personnelle au sein de ta famille, et puis ensuite, avec l'identité d'un pays, etc. Ça ramène beaucoup, je trouve, à cette question de légitimité. C'est vrai. Oui, c'est ça. Et de dire, je pense qu'il y a eu un moment donné, sans doute lié à la pandémie, il y a eu ce truc des métiers, je sais plus comment ils appelaient ça, mais des métiers indispensables ou quelque chose comme ça. Et que nous, du coup, on était chez nous et qu'on travaillait pas parce que c'est pas un métier indispensable. Parce que je veux dire, oui, on sauve pas des vies, quand même, faut un peu remettre aussi, des fois, les pendules à l'heure, si on peut dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très important et qui a été un peu difficile de faire comprendre que c'est pas juste dépoussiérer des objets ou me dire c'est quelque chose de vraiment important et comment je le voyais. Et ça a commencé par comment je l'explique à ma famille, c'est ça. Une question de profondeur. C'est ça, exactement. Là, c'est pas juste trop coup de pinceau. C'est ça, exactement. Et finalement, quand c'est quelque chose qui parle pas forcément, parce que l'art, ça parle vraiment pas forcément à tout le monde, mais je pense que c'est tellement varié aussi, et c'est comme ça que dans ma famille j'ai réussi un peu à avoir les personnes un peu différemment. C'est de dire si t'es pas touché par la peinture, peut-être tu es touché par les objets archéologiques ou par ça ou ça, et de dire tu te rends compte, cet objet là il a 1000 ans ou j'en sais rien. Enfin voilà, c'est des trucs. Je dis pas qu'il a plus de valeur que toi, mais disons que lui on s'en souviendra. J'ai jamais osé dire ça. C'est moi qui ai su la blague, je t'aimais pas mes mots. On se rend compte aussi, je pense, dans le contexte actuel, de certaines... je vais partir dans notre sujet aussi, mais de conflits idéologiques aussi, que le patrimoine est primordial parce qu'il est détruit. Il y a une vraie raison pourquoi on détruit le patrimoine, c'est parce qu'on veut détruire des traces, des vestiges de l'histoire qui racontent l'histoire d'un peuple, d'une communauté, d'identité, etc. Donc ça a quand même vraiment beaucoup de sens. Et je pense que c'est très important de sensibiliser les gens aussi, de conserver et de préserver le patrimoine, parce que en le détruisant, on peut détruire toutes des parties d'histoire, quoi. Alors sur une note plus légère, mais complètement liée à l'identité et l'individu, du coup, l'importance. Est-ce qu'il y a quelque chose sur toi qui peut surprendre venant de quelqu'un qui fait ton métier, un trait de personnalité, une expérience, un loisir, quelque chose que tu as fait dans ta vie? L'idée qui me vient en tête, je dirais, c'est moi j'ai grandi à la campagne, dans une famille très écolo, mais dans un sens vraiment très puriste, on va dire. Et finalement, quand on voit parfois
l'utilisation qu'on fait de plastique dans le transport ou voilà tout ce qui va être jeté après des expositions, etc. C'est quand même il y a quand même beaucoup de questions. C'est des questions qu'on se pose nous-mêmes dans notre pratique de tous les gants qu'on utilise, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et donc des fois j'ai du mal dans ma pratique, dans mon travail, de me dire vraiment c'est pas très compatible avec les valeurs que je peux avoir à ce niveau-là, mais en même temps on cherche des solutions quand même. Peut-être pas assez activement, je dirais. Peut-être, mais après, je sais pas si ça surprend beaucoup, mais c'est... On revient à cette histoire de légitimité, parce que finalement, en tant que conservatrice, restauratrice et de musée, je pense que sur l'échelle de la pollution mondiale, on pollue rien, et on pollue pour une cause qu'on pourrait qualifier de quand même trop prétentieux. Et pourtant, c'est encore les personnes qui sont dévouées, dédiées au service des autres, au service d'idéaux, de belles choses, et qui en fait vont s'en vouloir de détruire la planète. C'est vrai qu'à côté de l'industrie textile non mais c'est ça, bien sûr. Et pourtant on se dit qu'est-ce que je peux en faire pour polluer encore moins que ça. Mais il y a quand même des initiatives super intéressantes qui sont mises en place pour récupérer le matériel des expositions, etc. Ils sont récupérés, il y a un très grand entrepôt à Pantin qui c'est ça, la réserve des arts qui cherche un nouveau local à Vie mécène. Et c'est vraiment super parce qu'ils revendent du coup beaucoup de matériel pour des prix le principe du recyclage vraiment à l'échelle des musées et des expositions, enfin de tout type d'institutions, donc c'est vraiment super. Et l'essence même de la restauration qui finalement l'emploi et fait survivre. Exactement. Merci beaucoup Esther en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art à cœur, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les deux voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.